Ma présentation a laissé tomber pour aujourd'hui, en tout cas, la deuxième partie, entre parenthèses, là, donc, et quelques réflexions heideggeriennes. Le temps le permettra pas, là, donc on va se limiter au problème du niche chez Platon, puis ça va être assez de toute façon. En fait, l'idée de ma présentation, elle m'est venue d'une remarque que fait Georges Leroux dans son introduction à la République de Platon. Georges Leroux, qui est traducteur de la République, là, vous le savez sans doute. Monsieur Leroux disait à peu près ceci, qu'on ne peut pas vraiment apprécier, ou apprécier pleinement, en tout cas, la pensée philosophique de Platon sans être sensible aux problèmes fondamentalement politiques qui lui donnent son impulsion. Dans ma présentation, en fait, je voudrais tout simplement, humblement en tout cas, essayer d'approfondir cette remarque en essayant de mettre en lumière deux choses essentiellement. D'abord, pourquoi le problème philosophique naît d'un problème essentiellement politique, problème du nihilisme, et pourquoi, en fait, ce dernier peut être vu comme une certaine manière de décrire le problème qui était posé à l'époque par la sophistique. Deuxième moment, ensuite, je vais essayer de montrer comment la théorie des formes ou la doctrine des idées chez Platon peut être lue comme une tentative de résoudre ce problème politique ou politico-sophistique du nihilisme. Je commencerai en fait, ou je débuterai avec un point d'histoire ou un point historique, en notant en fait qu'on constate que la confluence des sophistes à Athènes, donc le fait que les sophistes aient été attirés d'une certaine façon à Athènes, parce que les sophistes, pour la grande partie, sont des étrangers, viennent de l'extérieur d'Athènes, correspond chronologiquement, en tout cas, avec la naissance de la démocratie. Et on peut se demander, est-ce que c'est une coïncidence historique? Je pense qu'on peut penser, bref, que cette conjonction, en fait, répond plutôt à une exigence proprement politique qui est indissociable, en fait, de la nouvelle réalité proprement démocratique d'Athènes. La période démocratique, je ne vous apprends rien, se caractérise par l'égalité formelle des citoyens, qui étaient nobles ou non, grâce à un système assez complexe qui devait permettre, même aux plus pauvres, en fait, de pouvoir exercer leurs droits politiques. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette égalité formelle-là va avoir de la difficulté à se réaliser concrètement pour toutes sortes de raisons, mais qui ne sont pas extrêmement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui dans nos propres sociétés contemporaines. C'est généralement, en fait, le pouvoir économique était encore dans les mains, finalement, d'une élite aristocrate et oligarque qui faisait qu'une certaine influence que je vais essayer de caractériser rendait difficile pour les plus pauvres d'exercer leurs droits politiques. Mais la période démocratique, en fait, correspond aussi à une période d'expansion importante de l'économie athénienne, et ça va changer étonnamment beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'exubérance économique va avoir comme effet assez spectaculaire, semble-t-il, de briser le monopole économique de l'aristocratie et de créer une nouvelle répartition de la richesse qu'on appellerait, avec un anachronisme, l'émergence d'une classe, pas une classe, mais une classe moyenne, oui, dans le fond, ou plus proprement une bourgeoisie, qui, avec son nouveau pouvoir économique, va aussi aspirer à l'exercice du pouvoir politique. Dans les faits, cependant, les nouveaux riches vont se rendre compte qu'il existe encore une disparité assez tenace vis-à-vis des aristocrates au niveau de leur capital symbolique, plus précisément, en fait, au niveau de leur capital linguistique. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, que les aristocrates athéniens disposent d'un avantage qui est non négligeable sur les nouveaux riches là, ou sur les bourgeois, celui, en fait, d'avoir reçu une éducation qui favorise et qui facilite l'exercice de l'art oratoire. Art oratoire qui, il faut bien le comprendre, dans le fond, était un prérequis indispensable pour avoir un poids dans les délibérations politiques de la cité, puisqu'on est en contexte démocratique, toutes les grandes décisions résultaient de débats publics, et donc la parole et l'art de parler étaient un moyen privilégié là, dans ces circonstances. Donc l'exercice effectif, efficace des droits politiques en contexte démocratique était conditionné, si on veut, par la possession d'un certain capital linguistique qui fait cruellement défaut aux bourgeois qui, pour la plupart, proviennent des classes commerçantes, là. On comprend donc pourquoi les bourgeois ont voulu pallier leurs lacunes en la matière, de manière, en payant des gros sous d'ailleurs, là, des sommes, semble-t-il, absolument indécentes pour l'époque, là, surtout que l'éducation n'était pas
rémunérés habituellement. C'était les philosophes qui s'en chargeaient auprès des maisons nobles, puis ça se faisait autrement que par un paiement là, en monnaie sonnante et trébuchante. Bref, ils ont voulu, les bourgeois, essayer de se mettre à niveau de manière à rivaliser d'éloquence avec l'aristocratie et donc avoir un poids dans les décisions de la cité, orienter les décisions de la cité. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a certains hommes experts dans l'art oratoire et rhétorique, et finalement, ici, sophiste veut simplement dire expert. Là, on peut être expert dans plein de choses, mais dans ce cas-ci, c'était en particulier dans l'art oratoire et en rhétorique, qui vont profiter de cette demande vis-à-vis des arts du langage pour offrir leur service pédagogique, pour tenter finalement de rendre les autres hommes, les bourgeois, habiles, plus habiles en tout cas, dans les discours. C'est dans ce sens-là que pour moi, démocratie athénienne et montée de la sophistique iraient ensemble, iraient de pair. Il y a plusieurs témoignages qui semblent indiquer que cette montée de la sophistique a créé à l'époque une crise politique assez virulente. On peut penser à Platon, et évidemment, c'est le sujet de mon exposé. Cependant, des fois, on peut se demander jusqu'à quel point on peut faire confiance à Platon sur ce sujet-là, parce que, bon, il est dans une relation antagoniste assez forte. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'il ne caricature pas les sophistes? Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu recourir à un témoignage un peu différent, qui est celui d'Aristophane, en fait, qui est dramaturge, poète, ou enfin, écrivait des comédies à l'époque, dans les années 525, je pense, avant Jésus-Christ. Donc, Aristophane qui offre une vision indépendante de celle de Platon des sophistes, mais qui est étrangement convergente, ce qui semble nous indiquer qu'en tout cas, Platon n'est pas complètement dans le faux. Le diagnostic que pose Aristophane est en fait assez tranchant. La cité va mal, c'est sa santé politique qui est touchée, et ce sont en fait les sophistes qui sont responsables de cette maladie. Pourquoi? Parce que la sophistique ne reconnaîtrait aucune autorité autre que celle du discours et aucune valeur privilégiée autre que celle que l'on désire voir en fait triompher par le discours. Aristophane veut donc montrer qu'une fois engagé sur le chemin sophistique, on se trouve, en quelque sorte, inexorablement entraîné vers une espèce de faillite morale qui remet en question jusqu'au fondement de la communauté politique. Je vous donne un exemple de ça. La comédie Les Nuées, qui est une de ses pièces les plus célèbres. Un père qui, dans le fond, criblé de dettes, veut faire entrer son fils à l'école sophistique, qui est jouée, en fait, ici par la figure de Socrate. Donc, il y a cet amalgame là, entre philosophie et sophistique. Mais bref, on passe, j'en parle pas. Et le fils entre à l'école sophistique, en ressort complètement transformé, très habile à la parole, mais ça s'accompagne d'une espèce de, parce qu'il est capable de remettre tout en question par la parole, va remettre en question des fondements politiques forts de la cité, comme l'autorité du père, la figure maternelle, la prohibition de l'inceste, jusqu'au point où le père, à bout de nerfs, va aller incendier l'école sophistique. Donc tout ça pour montrer un peu les dangers. Et c'était un peu le commentaire Aristophane faisait sur la sophistique. Et donc, il semble donc qu'il ait jugé que la pérennité politique et morale de la cité était menacée menacée par la sophistique, puisqu'il y a plusieurs de ces comédies, non seulement Les Nuées, mais également Les Guêpes et Les Convives, qui portent sur le problème politique posé par la sophistique. Ce n'est pas non plus une lubie qui était seulement propre à Aristophane, parce qu'on se rend compte qu'il y a un des rivaux d'Aristophane, Eupolis, qui, à peu près au même moment, traite des mêmes thèmes, donc du problème de la sophistique. Au fond, c'est un débat sur l'éducation que la cité doit dispenser à ses futurs citoyens. Est-ce que ça doit être une éducation traditionnelle, gymnastique, musique, poésie, c'est ce que défend Aristophane, ou plutôt une éducation sophistique, axée sur la rhétorique, la dialectique, la grammaire. Dans le cas des Nuées, la pièce visait à sensibiliser les citoyens sur les effets catastrophiques engendrés par l'éducation sophistique. Ce qui lui est reproché à cette éducation, c'est qu'elle mène à la corruption de la jeunesse. Comme on est en contexte démocratique, si on corrompt la jeunesse, c'est un problème aigu parce que c'est la corruption de nos futurs citoyens, de nos futurs décideurs, et donc une potentielle corruption des institutions démocratiques qui, en fait, à cette époque, est déjà amorcée par l'espèce de virage impérialiste que va prendre Athènes, mais j'en parle pas vraiment. On peut dire que le travail de sape auquel se livre la sophistique pose un problème qui est analogue au nihilisme dans la sphère politique. Après tout,
pour Nietzsche, ce qui caractérise le nihilisme... Bon, lapsus. Ce qui caractérise le nihilisme, c'est le mouvement de dévaluation des valeurs les plus élevées et donc de l'autorité politique qui est instituée sur ces valeurs-là. Donc, sur quel principe collectif ou collectivement admis est-ce qu'on va pouvoir fonder l'action et la décision politique s'il n'en existe aucun principe qui puisse s'imposer autrement que par la force du discours? Et qu'est-ce qu'on fait quand les décisions qui résultent de ces discours, de ces assemblées publiques, parce qu'elles ne sont pas fondées sur des données probantes, mènent à des désastres ou remettent en question la légitimité ou la pérennité du système politique? Et c'est là que j'en viens à Platon, qui, comme vous le savez sans doute, merci, a consacré un grand nombre de dialogues au problème de la sophistique. On peut penser au Gorgias, au Protagoras, au Sophiste, au Hippias majeur, au Hippias mineur. Ça en fait quand même pas mal. Cependant, à la différence d'Aristophane, Platon ne considère pas que le retour à l'éducation traditionnelle, qui était dans le fond musique, poésie, je ne me souviens plus du dernier, bref, que c'est suffisant en fait pour juguler le déclin de la démocratie athénienne. Il faudrait donc substituer, selon Platon, à l'éducation traditionnelle une éducation proprement philosophique, en vue de faire de l'exercice politique un exercice de science politique. Cette espèce de passage de l'art à la science, en fait, vise à fonder la décision politique sur des raisons non plus éphémères ou purement fausses, comme l'opinion ou comme l'apparence, mais sur des principes durables qui vont être valides sur le long cours et donc à long terme. Aussi, pour Platon, le problème politique, il se transforme en problème, en fait, épistémologique. Sur quoi est-ce qu'on va fonder la connaissance et qu'est-ce qu'au juste qu'une connaissance au sens plein du terme? Il y a 3 choses que Platon va passer en revue avant d'aller ailleurs en termes de sur quoi on peut vouloir fonder la connaissance: la sensation, l'opinion et l'apparence. Je passe rapidement sur la sensation et l'opinion parce que ce qui les caractérise, en fait, c'est qu'ils sont soumises à un espèce de devenir incessant qui les rend, en fait, impropres à être le fondement de la connaissance. Platon développe cet argument, en fait, dans le Théétète, dans la République. Il les traite de façon assez lapidaire, donc je ne m'y attarde pas. Je m'attarde plus longuement sur le 3e, donc fonder la connaissance sur l'apparence. Pourquoi? Parce que c'est la position qui est, à peu de choses près, défendue par les sophistes, qui va un peu comme suit, si on la résumait, c'est l'idée que la vérité du discours, en fait, réside tout entière dans ses effets. Est vrai donc le discours efficace qui atteint son but. Le discours n'a pas besoin donc d'être effectivement bon. Il peut se limiter à être apparemment bon, apparemment juste ou apparemment noble, par exemple. Le discours sophistique prétend donc lui aussi au vrai, mais c'est une vérité pragmatique qu'il défend, alors que Platon, lui, défend, si vous voulez, une vérité, disons, essentielle. La position sophistique, elle pose donc un problème plus urgent à Platon parce que sa prétention à la vérité concurrence la philosophie. Ce qui ébranle, dans le fond, Platon, c'est cette possibilité offerte par le langage, pas créée par les sophistes, mais vraiment qui est disponible à même l'utilisation du langage, qui est la possibilité d'un discours, en fait, dont l'efficacité et la valeur ne sont pas suspendues à la vérité et à la connaissance que le discours véhicule. Au fond, le terme de sophiste désigne ces espèces de maîtres experts qui ont aperçu ou qui ont été en mesure de prendre au sérieux ce potentiel pragmatique infini du langage, potentiel qui est précisément celui de créer une scission entre l'être puis l'apparence d'être, sans que l'efficacité du discours faux soit moindre que celle du discours vrai. Et donc, que l'apparence du discours, que l'apparence de vérité, soit plus puissante ou plus persuasive que la vérité elle-même, que le faux ait une plus grande valeur que la valeur que devrait être par excellence le vrai ou la vérité, c'est là, je pense, l'espèce de problème choquant qui est posé à Platon par la sophistique et que j'appellerais par extension ou par analogie le problème du nihilisme. Devenir, opinion, apparence, c'était donc là 3 problèmes dans l'ordre de la connaissance qui, par la dévaluation qu'ils font subir à l'être, parce qu'ils montrent dans une certaine manière, dans une certaine mesure, que l'être peut être travesti, ils ébranlent, dans le fond, le fondement épistémologique du discours et, par ricochet, la fondation politique de la cité. Comment Platon va essayer de résoudre la question épistémologique et donc garantir la fondation politique de la cité? Je pense en postulant l'existence de 2 niveaux de réalité que vous connaissez bien, le niveau sensible, celui du devenir, la sensation, l'opinion, l'apparence,
qu'il a rejeté, évidemment, mais aussi le niveau intelligible, qui est le niveau de l'être, proprement dit, et c'est un postulat dans le cas de Platon. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître, selon lui, le niveau de l'être? C'est qu'il représente un ordre stable, qui est soustrait au changement, dont la validité, en fait, n'est pas altérée par le temps. Donc, un bon fondement pour la décision politique, entre autres. Bien qu'il y a plusieurs choses d'un même ordre, plusieurs choses belles, par exemple, on peut dire que, selon Platon, on peut isoler un modèle unique, dont toutes ces choses belles tirent leur unité. Si on veut, l'idée, pour le dire grossièrement, ce serait la charpente des choses, ce sans quoi elle ne tiendrait pas debout, sans quoi elle serait informe. D'où nous vient ce concept d'idée? Et là, je trouve que c'est intéressant de fouiller un peu, parce que la forme platonicienne, qui est l'équivalent de l'idée, vient du grec eidos. Bon, je ne ferai pas des leçons de grec, là, c'est pas important, c'est juste pour voir, en fait, ce que ça recoupe à l'époque. Parce qu'en fait, dans le grec de tous les jours, ouais, merci, ou dans le grec ancien, eidos signifie, en fait, l'aspect visible d'une chose, son apparence extérieure, le visage qu'elle projette. On est donc bien loin de l'idée au sens platonicien qu'on connaît maintenant comme concept. Mais le sens ordinaire véhicule donc quelque chose de subjectif, ne serait-ce que parce que l'apparence qu'une chose nous projette peut se modifier en fonction de la perspective que je prends sur elle. L'originalité, en fait, de Platon va être, je pense, de faire subir à cette notion d'eidos une torsion métaphorique pour désigner l'inverse de son sens ordinaire. En effet, pour Platon, eidos, idée ou forme, ne sera plus la forme extérieure et visible d'une chose sensible, donc ce qui est quelque chose qui est sujet au changement et impossible à connaître absolument, mais va plutôt désigner le fond stable sur lequel repose le visible changeant. Ce qui est intéressant de constater, c'est que cette manipulation ou cette torsion métaphorique, elle ne va pas passer comme lettre à la poste, en fait, chez les compatriotes de Platon, et ça va recevoir, en fait, un accueil assez tiède. Antisthène, par exemple, marquait son incompréhension vis-à-vis de cette manipulation en disant « Oh, Platon, je vois bien le cheval, mais je ne vois pas la chevalinité. J'ai beau la chercher, je ne la vois pas, qu'est-ce que je te dis? » Dionysodore, qui est un interlocuteur de Socrate dans le dialogue de l'Euthydème, dit sensiblement la même chose en répondant à Socrate, parce que toi, Socrate, tu as déjà vu ça, une belle chose. En fait, Dionysodore et Antisthène posent une seule et même question importante, qui est celle de savoir que même en admettant qu'une chose telle que l'idée platonicienne existe vraiment, comment est-ce qu'on peut voir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible ou de l'ordre du sensible, et donc de la connaître? Ce qui est remis en question par Antisthène et par Dionysodore, c'est l'existence même de la forme ou de l'idée, compte tenu de l'impossibilité de les voir. Si on ne peut pas voir les formes, les idées, est-ce qu'on peut vraiment les connaître? À quoi sert la catégorie de l'être si sa connaissance nous est finalement inaccessible? C'est une question, je pense, décisive, parce que c'est un des arguments les plus importants utilisés par les sophistes pour mettre en cause la possibilité de parvenir à cette connaissance de l'être, ou même, en fait, de mettre en question l'intérêt de se mettre en quête de l'être ou de la connaissance de l'être. Comment donc est-ce qu'on peut voir et connaître les formes invisibles, intelligibles? En fait, ça nécessite qu'une certaine orientation du regard. Platon nomme ceux qui sont en mesure de produire cette orientation du regard les dialecticiens. Qu'est-ce qui les caractérise? En fait, c'est qu'ils sont en mesure d'accéder à la forme cachée, si vous voulez, derrière les temps sensibles, donc d'accéder à l'invisible derrière le visible. Par quel tour de force est-ce qu'ils sont en mesure de réussir à faire ça? En fait, le dialecticien possède la capacité cognitive pas si extraordinaire d'avoir une vue d'ensemble sur les choses. Cette vue d'ensemble lui permet en fait d'embrasser le divers concret, donc les choses qui l'entourent, ce qui est soumis au devenir, pour ensuite en fait s'en détourner. Cette espèce de détournement est important parce que ça se produit par une sorte de métavision, un changement de perspective, si vous voulez, où ce qui est regardé est plus la multiplicité éparse et changeante de l'étang, mais ce qui en elle peut être rassemblé en une unité invariante qui est la forme ou l'aspect, l'idée. Pour vous donner un exemple de cela, si je prends trois formes, donc disons un triangle scalène, un triangle isocèle, puis un triangle rectangle, même si je ne connais pas que, disons qu'on est avant l'invention de la géométrie, puis que je ne sais pas que c'est la forme triangulaire, il y a quelqu'un à un certain moment donné qui a été capable de dire, ben voilà, ces trois formes-là peuvent, même si elles sont différentes, en apparence différentes, peuvent être assemblées sous la même idée
de la forme triangulaire, donc du triangle. La pensée, elle est dialectique en ce sens parce qu'elle est en mesure de voir cette espèce de parenté qui existe parmi le divers, malgré les différences visibles qui font écran. En ça, elle est bien, je pense, une vision d'un genre nouveau parce qu'elle inaugure la possibilité de saisir ce qui demeure stable, constant et présent dans la diversité de l'état multiple. Comme recherche de l'invariant dans le variable, la vision, entre guillemets, disons, dialectique rend manifeste le principe de groupement, la forme, qui était d'abord invisible à l'œil nu. On comprend donc mieux pourquoi Platon tient au terme eidos pour traduire le sens de l'idée. Il n'y a pas, pour le dialecticien du moins, d'incompatibilité profonde entre le sensible et la forme intelligible. Tous deux sont visibles, mais à des niveaux différents. Grâce à ce regard intelligible, le philosophe dialecticien est armé pour faire face au problème qui est posé par la sophistique. Il peut trouver de l'être stable là où le sophiste, lui, ne voit qu'un mouvement incessant et s'en servait en fait pour appuyer son usage amoral, nihiliste, du langage. En montrant que l'accès à l'être est en principe possible, Platon cherche à indiquer contre les sophistes que le nihilisme n'est pas une fatalité et qu'une science politique est possible et même nécessaire. Merci.